La République romaine n'est plus. Après une lutte acharnée destinée à obtenir le pouvoir absolu, Jules César est assassiné par des aristocrates, résolus à maintenir le Sénat au centre de l'autorité politique de Rome. En vain, c'est le début de l'âge des empereurs qui débute par le règne de César Auguste. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, sous le règne d'Auguste, nouvel empereur, l'Empire romain connaît une rapide expansion et songe à s'étendre sur les terres sauvages situées au-delà du Rhin. Malgré une conquête cruciale en Germanie, les Romains ne pourront échapper à un bain de sang. Les peuples germaniques parviennent à secouer le joug impérial et défient l'autorité de Rome. Ils réécrivent l'histoire, entravent les ambitions impériales et menacent l'Empire. Nous sommes en Gaule au 1er siècle avant Jésus-Christ. Rome en est aux prémices de sa domination mondiale. Propulsé par une croissance sans précédent, l'Empire pense que le reste du monde adoptera sans hésitation sa civilisation. Après l'assassinat de son grand-oncle Jules César, l'empereur Auguste consolide son pouvoir, tandis que Rome poursuit son développement et étend son influence au-delà du monde connu. Auguste est le petit-neveu de Jules César. C'est le premier empereur romain. Il est parvenu à sauver la République, chose que n'a pas réussi Jules César. C'est le début de l'âge d'or du pouvoir romain. Il étend de manière rapide les frontières de l'Empire et connaît une série de plusieurs victoires militaires éclatantes. Nombreux sont ceux à Rome qui croient que l'État est invincible. Le très apprécié Auguste réussit le difficile pari d'associer les valeurs démocrates de la vieille République au pouvoir d'un empereur. En fait, Auguste a sauvé la République en devenant son seul et unique chef. Il y est parvenu en assurant qu'elle demeurerait ce qu'elle avait toujours été, c'est-à-dire le fruit d'une coopération entre les Romains situés de part et d'autre de l'échelle sociale pour le bien de tous. Après 35 ans de règne, Auguste voit s'accomplir sa plus grande réalisation à travers la gigantesque expansion du territoire romain. Pour lui, il s'agit plus que d'une simple conquête militaire. Il y voit une mission civilisatrice. Après tout, les Romains ne sont-ils pas des êtres supérieurs? Les Romains pensaient que leur mission consistait également à apporter leur civilisation aux autres peuples. Ils estimaient qu'ils étaient investis d'une mission culturelle consistant à apporter la loi et la justice, du moins leur vision, à ceux qui en étaient dépourvus et qu'ils appelaient les barbares. Après avoir transformé la Gaule en une province romaine, le nouvel empire romain oriente à présent son attention au-delà du Rhin, sur une région baptisée plus tard Germanie. Les tribus vivant sur l'autre rive du fleuve mènent une existence instable, se déchirant pour le pouvoir ou des terres à travers des raids sanglants. Certaines tribus n'hésitent pas à réaliser des incursions à l'intérieur de l'Empire, aux grandes dames de Rome. L'Empire considère ces barbares comme des sauvages imprévisibles et dangereux qu'il convient de soumettre à l'autorité romaine. Le débat n'est pas encore clos concernant les intentions de Rome à l'est du Rhin. Il consiste à déterminer si les Romains tenaient à établir une nouvelle province entre le Rhin et l'Elbe ou s'ils effectuaient tout simplement des raids punitifs dans le but d'essayer de stopper les incursions qui avaient lieu à la frontière du Rhin. La plupart des historiens pensent que l'objectif était de fonder une nouvelle province. En l'an 9 avant Jésus-Christ, Auguste envoie le général Tibère en campagne outre-Rhin. Les relations entre les Romains et les Germains sont très problématiques. Certains peuples sont d'accord pour collaborer avec les Romains, contrairement à d'autres qui leur vouent une haine féroce. Cette absence d'unité n'est pas nouvelle, car depuis longtemps, les tribus germaniques s'entre-déchirent pour des querelles de pouvoir au sein même de la Germanie. Le général Tibère est un militaire compétent, issu de bonne famille et héritier présomptif du trône impérial.
En Germanie, il entretient des relations amicales avec un chef de la tribu chérusque qu'il considère comme un allié potentiel. Les Romains ont conclu des alliances avec certains peuples barbares, eux-mêmes en conflit avec certaines tribus germaniques. Les Romains voulaient étendre leur territoire et poursuivre leur mission civilisatrice plus au nord. Le chef chérusque approuve l'alliance avec Rome. Bien que son peuple ne voit aucun intérêt à adopter le mode de vie romain, il ne demeure pas insensible au prestige de l'Empire et à la protection dont il pourrait bénéficier. Ils ont beaucoup à gagner de Rome, notamment leur élite dirigeante. Économiquement, ils ont accès aux produits romains et le plus important, c'est que ces produits permettent d'afficher son statut social. Ce jeune prince germanique insouciant qui joue aux légionnaires apprendra à devenir un habile acteur de la politique romaine. Élevé dans deux cultures, dans le respect des fières traditions de son peuple et de la glorieuse puissance de l'Empire, il deviendra officier romain et roi germain. Son nom, Arminius. Depuis plus de 10 ans, l'Empire profite d'une paix relative avec les peuples outre-Rhin grâce à l'autorité des légions de l'empereur Auguste. Auguste est un dictateur militaire qui devra perpétuellement se battre pour façonner un empire qui connaîtra la stabilité pendant 2 siècles. Arminius, le jeune prince germanique, est âgé d'une vingtaine d'années. Il est devenu chef de troupes auxiliaires au service de l'Empire. Ces troupes sont composées de recrues provenant des différentes provinces romaines et constituent un soutien indispensable pour les 28 légions officielles de Rome. Auguste fait en sorte que l'on comprenne qu'il fait ce que tous les souverains romains ont toujours fait. Offrir à Rome de nombreuses lucratives et glorieuses conquêtes. En l'an 6 après Jésus-Christ, le général Tibère traverse la Germanie pour mater une révolte dans l'instable province romaine de Pannonie, une région située entre la Hongrie et l'Autriche actuelle. Il déplace l'ensemble des troupes romaines stationnées en Germanie afin de soumettre les insurgés qui contestent les impôts de Rome ainsi que l'intrusion romaine dans leur mode de vie. Lorsque les Romains ont essayé d'intensifier la romanisation des barbares, de les faire vivre à la romaine et d'accélérer le processus, ils se sont heurtés à une très forte résistance. La révolte contre Rome durera 3 longues années, au cours desquelles l'armée romaine subira de très grosses pertes. Auguste y envoie des troupes auxiliaires. Arminius participe à la campagne, où il fait montre de sa maîtrise des techniques de guerre romaines et se distingue auprès de ses supérieurs. Velleius Paterculus, historien romain du 1er siècle, le décrit. Arminius était courageux, intelligent, d'une vivacité d'esprit extraordinaire chez un barbare, et qui portait sur son visage et dans ses yeux l'ardeur de son âme. Le jeune chef de guerre est effectivement vif d'esprit et constate la brutalité avec laquelle Rome traite ses provinces et écrase leur autonomie. Il est fort probable qu'il ait croisé de nombreux natifs de la Pannonie vivant la même situation que lui et son peuple du nord de la Germanie. Il a probablement noté les similitudes existantes entre son peuple et ceux de Pannonie. Néanmoins, toujours fidèle à Rome, Arminius poursuit son combat et rassemble ses forces auxiliaires aux côtés des troupes romaines du général Tibère. Pendant que Rome lutte pour faire rentrer la Pannonie dans le rang, en Germanie, l'expansion de l'Empire progresse lentement. Le peuple d'Arminius, qui construit des routes et réalise plusieurs projets de génie civil sous la surveillance romaine, commence à découvrir les avantages de l'intrusion de Rome. Les barbares, notamment les tribus vivant dans la région du Rhin, à l'écart du monde romain, ont pu observer l'attrait que constituait la romanisation. Ils ont découvert une société basée sur le commerce, composée de communautés plus grandes que celles au sein desquelles ils vivaient traditionnellement.
Cassius Dion, historien romain du IIIe siècle, évoque l'adaptation des Germains. Les barbares avaient pris leurs usages. Ils avaient des marchés réguliers et se mêlaient à eux dans des assemblées pacifiques. Ce changement de vie ne leur était pas pénible et ils ne s'apercevaient pas de cette transformation. En l'an 7, l'empereur Auguste nomme Quintilius Varus, un ami proche, pour gouverner ce territoire situé sur la rive droite du Rhin. Varus est un général relativement compétent. Les documents historiques dont nous disposons laissent à penser néanmoins que ce n'est pas un homme d'une qualité exceptionnelle. En effet, la description faite par l'historien Velleius Paterculus ne verse pas dans la flagornerie. Quintilius Varus était un homme naturellement doux, de mœurs tranquilles, un peu lourd d'esprit comme de corps, et plus accoutumé à la calme vie des camps qu'aux fatigues de la guerre. La situation pacifique de la Germanie convient parfaitement à son tempérament paisible. Varus se lie d'amitié avec Arminius, qui est revenu en Germanie. Ce dernier est considéré par son peuple comme un citoyen romain honorable. Pour Rome, Arminius représente un puissant allié, garant d'une paix durable. Les Germains se plient aux règles des Romains dans le seul but de ne pas attirer leur attention. Les Germains n'appréciaient pas d'être obligés d'aller devant des tribunaux et de laisser des Romains juger leurs différends. Ils disposaient du droit germanique très ancien, avec lequel ils avaient coutume de régler leurs problèmes. En dépit des apparences, une rancœur tenace commence à naître, comme le décrit l'historien Velleius Paterculus. Les Germains, peuple né pour le mensonge, inventèrent de toutes pièces une série de procès. Tantôt ils se cherchaient querelle les uns aux autres, tantôt ils nous remerciaient de ce qu'ils voyaient leurs disputes apaisées par la justice romaine, leur humeur farouche adoucie par une nouvelle discipline inconnue. Varus avait déjà gouverné des peuples habitués à cela. Son expérience avec les tribus germaniques n'était en aucune mesure comparable à ce qu'il avait déjà vécu. D'après l'historien Cassius Dion, la domination romaine conduit Arminius et les autres chefs de tribus germaniques à passer à l'action. Quintilius Varus les commanda comme des esclaves des Romains et leva des contributions comme chez un peuple soumis. Les Germains ne le supportèrent pas. Les principaux chefs regrettaient leur puissance d'auparavant et le peuple préférait son état habituel à la domination étrangère. Lorsque les peuples germaniques du Rhin en ont eu assez de l'arrogance de Varus et de se voir imposer le mode de vie romain, notamment en matière de droit, ils ont décidé de tromper Varus dans le but de s'en débarrasser. Et pour cela, personne n'est en meilleure position qu'Arminius. Les fiers barbares, ainsi que leur chef Arminius, en ont assez de payer l'impôt romain et d'être traités comme des esclaves sur leur propre terre. Refusant de se soumettre à Rome, ils décident de prendre les armes contre la plus puissante armée du monde. Les chefs germains ne sont pas tous convaincus par le projet. L'un d'entre eux, du nom de Ségeste, est effrayé par les risques encourus qu'il juge démesurés. Arminius n'est pas de son avis. À ce stade de sa carrière, Arminius est considéré par son peuple comme l'unique chef. Et c'est un grand honneur pour lui. Être un simple maillon d'une structure provinciale, faire partie d'une catégorie floue, est une chose qu'il refuse. Pour avoir combattu auprès des Romains, Arminius connaît parfaitement la puissance de leur armée. Il a appris les tactiques de guerre romaines. Il connaît la façon dont les légions opèrent, ce qu'elles sont capables de faire, comment elles se déploient et comment elles combattent. Arminius connaît Rome, et il sait que les Romains sous-estiment la volonté des Germains. Il ne raconte au général Varus que ce qu'il désire entendre. L'historien Velleius Paterculus mentionne la ruse d'Arminius. Arminius trouva dans la faiblesse de notre général Varus l'occasion de son crime. Il avait pensé, non sans raison,
que personne n'est plus rapidement abattu que celui qui est sans inquiétude, et que la confiance aveugle est la cause la plus ordinaire des désastres. Le principal point faible de Rome est son arrogance, qui lui fait croire qu'elle est capable de vaincre n'importe qui. Elle est persuadée que dans ces lointaines contrées du Nord, loin de la Méditerranée, personne n'est capable de lui résister. Les Germains doivent frapper sans tarder. Les forces de l'ennemi, insouciantes, sont faibles, car dispersées sur d'autres fronts. C'est dans l'humide et épaisse forêt de Teutobourg, au nord-ouest de l'Allemagne, que les Germains vont tendre leur piège. Pendant plusieurs semaines, avec l'aide de quelques hommes, Arminius bâtit un mur d'1,50 m de haut, de 4,50 m de large, doté de clôtures et probablement recouvert d'un camouflage. Ignorant le complot ourdi à son encontre, le général Varus vaque à ses occupations. À la tête des troupes de la 17e, 18e et 19e Légion, il s'apprête à partir et à rejoindre un camp situé à l'ouest. Un épisode que relate l'historien romain Cassius Dion. Ils menaient avec eux un grand nombre de chariots et de bêtes de somme, comme en pleine paix. Ils étaient suivis d'une foule d'enfants et de femmes, ainsi que de toute la multitude ordinaire des valets d'armée. Leurs armures et leur équipement étaient probablement transportés dans un chariot, tracté par des bêtes, car personne ne peut marcher en portant 30 kilos d'armure et 20 kilos de pactage tous les jours. Ce soir-là, certains soldats devaient probablement discuter avec leurs femmes ou avec un aide de camp au sujet de l'entretien d'une armure. D'autres devaient peut-être penser à la soirée qu'ils avaient prévue avec des prostituées et de l'alcool. Ils n'imaginaient pas une seconde devoir se mettre en formation d'attaque dans les instants qui allaient suivre. En plein préparatif, Varus reçoit un visiteur. Son vieil ami Arminius, toujours au service de Rome, lui apporte la nouvelle d'une rébellion d'une tribu dans l'ouest du pays. Il lui fait savoir que sa présence est nécessaire afin de ramener l'ordre. Le supposé soulèvement est censé s'être produit à Calcrise, dans un territoire inconnu non loin du camp romain de Halterne, où doit se rendre Varus. Pour cette expédition, Varus mobilise la totalité du camp. Bouffi d'orgueil, Varus se retrouve attiré dans un territoire germain où il se rend, pensant effectuer une juste mission civilisatrice. Il ne s'attend pas à affronter ces barbares, maîtres dans l'art de l'embuscade et adeptes des techniques de guerre, capables de mettre en déroute une armée romaine tout entière. La longue colonne composée de soldats, de civils et de chariots progresse difficilement à travers la campagne arborée allemande. Varus ne s'attend à aucune embûche. Néanmoins, il demeure en territoire étranger et reste sur ses gardes. Il fait preuve de la plus grande discrétion possible. Les dernières fouilles qui ont été réalisées sur les lieux ont permis de retrouver une clarine. Cette cloche de bétail avait été remplie de paille, qui a également été retrouvée. Les clarines rendues silencieuses, la colonne poursuit sa progression en conservant sa formation militaire et se dirige, sans le savoir, en direction de l'embuscade. Le chef de tribu germain Ségeste, toujours effrayé par les conséquences du complot mortel qui se trame, tente de prévenir Varus de la traîtrise d'Arminius. Mais il sera éconduit et ridiculisé, comme le raconte Velleius Paterculus. Ségeste conseillait de faire arrêter les conjurés. Mais déjà, les destins étaient plus forts que la volonté de Varus et avaient émoussé la pénétration de son esprit. Varus avait déjà été prévenu par d'autres barbares qui lui conseillaient de se méfier des hommes d'Arminius et de ne pas leur faire confiance. Mais Varus estimait savoir juger les caractères et distinguer ses amis de ses ennemis. Tandis que Varus conduit ses légions droit dans la gueule du loup, le général Tibère arrive à Rome après son difficile succès en Pannonie. Aux yeux de l'empereur Auguste, la victoire de Tibère constitue la preuve de la puissance et de l'invulnérabilité de son empire. Ils ont dû suivre un chemin de sable étroit, bordé de marais et d'arbres, très difficile à emprunter.
La colonne a probablement dû se resserrer. Les soldats romains, qui étaient habitués à marcher 6 à 7 de front, ont dû changer et passer à 4 ou 2 de front. La progression des soldats est ralentie à cause de la présence des femmes et des familles qui les accompagnent. Ils ont dû éprouver de plus en plus de difficultés au fur et à mesure que le chemin devenait boueux et humide, car cette zone comporte de profonds ravins, des ruisseaux coulant du Karl-Kreiserberg et se jetant dans le Marais au nord. Varus a traversé le territoire le plus hostile qu'aucun général ait eu à traverser. Il est entouré d'un côté par des marais et de l'autre par des collines. Il a emprunté ce chemin parce que les soldats romains ne pouvaient pas transporter toutes leurs armures. Leur poids était trop lourd pour une telle marche. Les comploteurs germains ont attiré les Romains dans le piège parfait. Ces derniers ne peuvent ni avancer, ni reculer. Arminius savait qu'il avait le sort de Varus entre ses mains. Il ne lui restait plus qu'à savoir comment et quand il en finirait avec lui. Il y est finalement parvenu de la manière la plus efficace possible. L'embuscade est mentionnée dans les écrits de l'historien Cassius Dion. Les Germains rejoignirent Varus déjà engagé dans des forêts inextricables. Là, ils se déclarèrent tout à coup ennemis au lieu de sujet et se livrèrent à un grand nombre d'actes affreux. Le piège fonctionne. Les Romains ne peuvent échapper aux barbares qui les encerclent. Les soldats sont démunis et ne disposent que de leur armure. Les premiers rangs sont rapidement décimés. De plus, le chemin trop étroit empêche les troupes de se déployer. La colonne, composée de plusieurs légions et de civils, s'étend sur plus de 3 km. Varus, coincé au milieu de la formation, ignore le carnage qui est en train de se produire à l'avant. Il constate simplement que la colonne a brusquement cessé d'avancer et qu'il ne dispose d'aucune alternative. Les hommes situés en tête de la colonne sont les premiers à subir l'assaut. Et l'étroitesse du chemin rend la communication très difficile entre l'avant et l'arrière. Les légions sont du coup plus vulnérables et se retrouvent dans une situation extrêmement dangereuse. Lorsque Varus apprend qu'il s'agit d'une attaque, il est déjà trop tard. Il n'a pas le temps de se préparer et il ne peut s'échapper. Hélas, le déroulement exact des événements demeure un mystère. Je pense que le gros de la bataille a dû durer moins d'1 heure. En revanche, l'opération de nettoyage a probablement duré le reste de l'après-midi. Les hommes ont dû se résigner à l'inévitable. Je ne sais pas comment un Romain aurait pu faire mieux qu'un Américain. C'est très dur d'assister à la mort de ses camarades. Tandis que les Romains sont abattus tels des animaux, d'autres guerriers germains se joignent à la bataille, comme l'écrit Cassius Dion. Le nombre de barbares s'était considérablement accru. Beaucoup de ceux qui auparavant se contentaient de regarder s'étaient joints à eux, en vue surtout du butin. Plus indignes encore que la mort, les aigles des étendards impériaux des 2 légions tombent aux mains des barbares. L'aigle légionnaire était considéré comme un symbole religieux par les soldats. Elle représentait pour eux une divinité et une puissance qui les protégeait et les rendait victorieux. Lorsque l'aigle tombait au cours de la bataille ou était prise par l'ennemi, c'était comme si l'esprit des soldats avait été arraché. Et sans esprit, c'est la défaite assurée. Mais le pire, c'était l'humiliation. Le symbole de la combativité pris par l'ennemi constituait le stade ultime du déshonneur et de la déchéance. Dans les bois de Calcrise, Varus assiste à la perte de l'étendard impérial ainsi qu'à la défaite. Le général déshonoré sait à présent quel est son devoir.
Varus avait été dupé par les barbares avec une grande facilité. Il savait qu'il était responsable de la défaite car il avait fait marcher son armée sans que celle-ci ne soit prête au combat. Rome allait le tenir pour seul responsable de cette défaite et Varus en avait parfaitement conscience. La seule alternative qui lui restait était le suicide, un suicide peu glorieux. Sous le commandement d'Arminius, les Germains sont parvenus à reconquérir leurs terres et à mettre en échec la plus puissante armée du monde. Les perdants sont à présent livrés au supplice des vainqueurs. Florus, écrivain latin du IIe siècle, dépeint l'horreur. Rien de plus affreux que ce carnage de toute une armée au milieu des marais et des bois. Rien de plus révoltant que les outrages des barbares, surtout à l'égard des avocats. À ceux-ci, ils crevaient les yeux. À ceux-là, ils coupaient les mains. Ils allèrent jusqu'à coudre la bouche à l'un d'eux, après lui avoir arraché la langue. Tandis que la Germanie célèbre la défaite de Varus, le général Tibère revient à Rome victorieux après sa campagne en Pannonie. À Rome, l'empereur Auguste supervise avec allégresse les dernières préparations destinées à fêter le triomphe de Tibère. Hélas, sa joie sera de courte durée. La nouvelle parvient jusqu'à Rome et Auguste apprend la perte de 3 légions en Germanie. Il est horrifié et hurle cette célèbre phrase « Varus, rends-moi mes légions ». Cette défaite a provoqué un choc énorme. Rome, qui avait connu de nombreux succès militaires et qui croyait que les peuples du Nord seraient facilement battus, apprend soudainement que 3 légions entières, c'est-à-dire 15 à 20 000 hommes, ont été massacrés d'un coup. C'est un désastre totalement inattendu. Les Chérusques et les autres peuples barbares sont parvenus à briser leurs chaînes. À présent, plus rien ne les empêche de détruire Rome. Pour Auguste, le désastre de Varus signifie que son projet d'étendre les frontières de l'Empire plus au nord a échoué et qu'il devra sans cesse se méfier de ces peuples féroces, capables à n'importe quel moment de forcer les barrières de l'Empire et d'y pénétrer pour l'envahir ou pour effectuer des pillages. Rome essuie un sérieux revers qui ne peut rester sans réponse. Arminius a porté un sérieux coup au moral, à l'orgueil et à l'honneur de Rome. Et cela mérite une vengeance. Perdre 15 000 à 18 000 hommes sur une force militaire composée de 150 000 légionnaires, c'est un peu comme si aujourd'hui, l'armée américaine subissait une perte de 60 000 soldats. Les États-Unis disposent de 600 000 hommes sous les drapeaux. S'ils en perdaient un dixième en une journée, je pense qu'on en parlerait aux 20 heures. Afin de restaurer la grandeur de Rome, le général Tibère mobilise ses troupes déjà épuisées. À la tête de 8 légions et de plusieurs armées auxiliaires, il est envoyé en Gaule pour consolider la frontière du Rhin. L'Empire semble avoir retrouvé sa tranquillité et sa sécurité. Même si les Germains vivant dans les régions périphériques n'affichent aucun signe d'hostilité, les Romains ont appris que ces barbares pouvaient faire preuve de ruse et demeurent vigilants. Des gardes patrouillent à travers la ville. C'était un choc pour Rome ainsi que pour la société romaine de s'apercevoir que ces peuples du Nord, dépeints au travers des écrits de César, de Tacite et d'autres comme étant militairement inférieurs à Rome, avaient été capables de mettre l'Empire en échec d'une manière aussi dévastatrice. La puissante Rome, la perfection de la civilisation occidentale, se sent soudain vulnérable. Tout visiteur ou citoyen étranger est considéré comme suspect, comme un ennemi potentiel. Auguste décide de les expulser, craignant des soulèvements de solidarité parmi les Germains de Rome. Si Rome tremble de peur,
De l'autre côté du Rhin, les Germains jubilent. Arminius fête sa victoire face à l'Empire par un mariage au cours duquel il épouse Thusnelda, la fille de Ségeste, le chef de tribu qui a tenté de prévenir Varus de sa trahison. Contre l'avis de son père, elle a accepté d'être enlevée par Arminius. Les femmes germaines sont fortes. Elles sont capables de tuer leur homme si celui-ci bat en retraite au combat. Elles estiment qu'elles méritent le meilleur homme possible. Aux yeux de Thusnelda, Arminius représente le plus valeureux des hommes germains, et c'est exactement ce qu'elle recherche. La victoire obtenue face aux légions romaines a permis à Arminius d'exercer une influence considérable. Devenu roi des Chérusques, il forme une coalition de plusieurs chefs de tribus. Arminius pensait que cette spectaculaire victoire lui offrirait le pouvoir, la gloire et lui permettrait de devenir ce qu'aucun Germain n'a jamais pu être, le roi de tous les peuples germaniques. Le site où ont été massacrées les légions de Varus est resté en l'état. Il est devenu un endroit saint où les dieux sont remerciés pour avoir permis cette victoire. D'après ce que l'on sait, les Germains pratiquaient leur culte dans les bois, où ils conservaient des représentations et des totems d'animaux. Le totémisme était très important chez eux. Chez les Romains également, mais pas autant que chez les Germains. En mémoire de leur succès, les Germains conservent les armes des Romains en guise de récompense sacrée. Les épées, les fers de lance, les casques étaient très longs à fabriquer et nécessitaient beaucoup de matériaux. Ils étaient très précieux d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue rituel, ce qui était plus important encore. C'est pour cela qu'on en déposait parfois par milliers. On a même découvert des armes avec des ornements en argent et en or, indiquant le statut militaire. C'est par la violence et la ruse que les Germains sont parvenus à reprendre leurs terres des mains des intrus romains. Une reconquête provisoire, car Rome n'a pas l'intention d'abandonner la partie. Les Romains ont constaté que la région du Rhin leur posait des problèmes. Après être parvenus à se réorganiser, c'est-à-dire à trouver de nouvelles recrues, conclure de nouvelles alliances avec les barbares, ils ont envoyé, au bout d'un certain temps, des expéditions de l'autre côté du Rhin dans le but de pacifier la région, mais également pour retrouver l'honneur perdu après l'humiliante défaite de Varus. Pour la postérité et pour l'honneur, Rome doit retourner cette épineuse situation à son avantage. En l'an 13 après Jésus-Christ, 4 ans après le massacre des troupes de Varus, l'empereur Auguste envoie le bien nommé général Germanicus et ses troupes dans le but d'affronter Arminius et les Chérusques. Il a fallu du temps pour constituer une force militaire suffisante permettant à Germanicus de réaliser son expédition. Les Romains ne pouvaient pas ne pas réagir. Il en va de l'honneur de l'empereur. Il s'agissait d'une humiliation qui ne pouvait rester sans réponse. Les Romains sont dans un état d'esprit de revanche, de colère et de haine. Ils ne ressentent aucune compassion pour leurs contemporains, ni pour l'humanité. C'est un peuple impitoyable. L'envoi de Germanicus en Germanie est l'une des dernières décisions prises par l'empereur Auguste. Il meurt l'année suivante, brisé par les conséquences de la défaite de Rome, et laisse inachevé le rêve qu'il caressait pour l'Empire. Dépourvu de descendance, Auguste nomme Tibère comme son successeur. C'est lui qui deviendra empereur et qui aura la charge de rendre à Rome et à Auguste l'honneur perdu. Même si Auguste n'a jamais cessé de jouir de la gloire obtenue grâce aux nombreuses campagnes militaires réussies, il ne s'est jamais remis psychologiquement de cet échec. Il est mort quelques années plus tard.
Ce revers semble à plusieurs égards avoir détruit ce qu'il considérait comme son héritage. Auguste, dont la vie a été consacrée à romaniser le monde, meurt après un échec. Ce qui a été perdu en Germanie ne peut être récupéré. Néanmoins, les Germains doivent payer pour cette humiliation. Le général romain Germanicus marche sur la Germanie où il s'attaque aux tribus alliées à Arminius dans le but de venger l'Empire. En guise de réponse, les tribus germaniques brûlent leurs villages afin de priver les Romains de toute ressource. Chez ces barbares du nord, de l'autre côté du Rhin, il n'y avait pas de grosses villes à mettre à sac. Ils vivaient dans des villages de moyenne importance. Leur technique de combat consistait à disparaître et à réapparaître subitement le jour suivant, mettant en échec un ennemi déjà épuisé et presque ruiné par le phénoménal coût financier que nécessitait une campagne inefficace. L'effort de guerre romain se révélait alors plus négatif que positif. L'historien romain du 1er siècle, Tacite, décrit la campagne de Germanicus. Les bructères mettaient en cendres leur propre pays. Et en continuant de tuer et de piller, Germanicus retrouva l'aigle de la 19e Légion, perdu avec Varus. Ensuite, l'armée s'avança jusqu'aux dernières limites des bructères, et tout fut ravagé. Au cours de la campagne, les Romains libèrent Ségeste, le chef de tribu emprisonné par Arminius. Ils s'emparent de Thusnelda, la fille de Ségeste, qui attend un enfant d'Arminius. Elle est capturée par les Romains qui l'envoient à Rome en guise de preuve de la défaite d'Arminius. Ils veulent montrer qu'ils sont parvenus à détruire la famille de celui qui a écrasé Varus et ses 3 légions. En 15 après Jésus-Christ, 6 ans après l'embuscade d'Arminius, l'armée romaine pénètre dans les bois de Calcryse pour se rendre sur le lieu du massacre transformé en un monument sacré germanique dédié à leur victoire. Ils ont retrouvé le site de la défaite de Varus grâce aux débris d'armes qui étaient encore éparpillés sur le sol et aux crânes cloués sur les arbres. Le spectacle était affreux. Le lieu était rempli d'ossements, sauf ceux des militaires gradés qui, lorsqu'ils étaient capturés, avaient probablement été sacrifiés par les Germains. Les Germains étaient adeptes du sacrifice humain qu'ils réalisaient en pratiquant des pendaisons ou des égorgements. L'historien Tacite raconte la découverte des Romains. Au milieu de la plaine, des ossements blanchis, épars ou amoncelés, suivant qu'on avait fui ou combattu, jonchaient la terre pêle-mêle avec des membres de chevaux et des armes brisées. Des têtes humaines pendaient au tronc des arbres, et l'on voyait dans les bois voisins les autels barbares où furent immolés les tribuns et les principaux centurions. Le spectacle a dû fortement émouvoir les hommes de Germanicus. Il est probable qu'ils aient eu la sensation d'enterrer des parents, des amis, des frères d'armes. À l'Antiquité, l'enterrement des défunts et le rituel qui l'accompagnait étaient extrêmement importants pour le repos de leur âme et pour ne pas que leur esprit revienne vous hanter. Écoutons Tacite, l'historien. Ainsi, les soldats présents sur le théâtre du désastre recueillaient les ossements de 3 légions. Et sans savoir s'ils couvraient de terre la dépouille d'un proche ou d'un étranger, ils étaient animés contre l'ennemi d'une colère nouvelle. Symboliquement, il est très important que Rome montre qu'elle entretient la mémoire de ces hommes tombés au champ d'honneur et qu'elle a bien l'intention de retrouver la gloire perdue par l'incompétence d'un général arrogant. Pour les Germains, qui considèrent les champs de bataille comme un saint mémorial, l'inhumation est perçue comme une profanation. Peu après le départ des soldats, les Germains exhumeront les ossements romains afin de sanctifier de nouveau le site du massacre. Arminius, croyant avoir profondément affaibli Rome 6 ans auparavant, accueille avec fureur la nouvelle du retour des soldats romains. Tacite décrit sa colère. Arminius,
livré au transport d'une violence que redoublait encore son épouse enlevée et son enfant captif dès le sein maternel, parcourait le pays des Chérusques, demandant vengeance contre ses gestes, vengeance contre l'Empire. Il ne tardera pas à déclarer la guerre aux Romains. De nouveau à la tête d'une armée mobile, Arminius et ses hommes utilisent leur connaissance du terrain afin de prendre l'avantage sur les maladroites troupes romaines. Une légion est en position de supériorité lorsqu'elle choisit son terrain, de préférence plat, étendu, avec suffisamment d'espace pour opérer par unité resserrée. En l'occurrence, le terrain n'était pas plat. Les légionnaires n'avaient pas d'espace pour manœuvrer et il était impossible de rassembler les unités. Germanicus tend un piège et parvient à attirer l'ennemi sur un terrain étendu avant de le prendre d'assaut. Les Romains remporteront la bataille, mais pas la guerre. L'incompatibilité des styles de combat, le coût économique élevé des campagnes et la ténacité des barbares germaniques privent Rome de tout espoir de victoire durable. Pendant plusieurs années, les Romains ont effectué de nombreux raids punitifs à l'est du Rhin dans le but de capturer Arminius et de vaincre son peuple, mais sans succès. Ni Arminius, ni Germanicus ne vivront suffisamment longtemps pour connaître le fruit de leurs efforts historiques. 3 ans plus tard, en 19 après Jésus-Christ, les deux hommes connaîtront une fin peu héroïque. Germanicus succombera à la maladie, empoisonné d'après certains avis par un rival politique issu de la jungle impitoyable en laquelle Rome s'est transformée. Arminius, quant à lui, est tué la même année par son propre peuple en représailles de ses excès d'autorité. Arminius respectait profondément la liberté des Germains, mais il se souciait par-dessus tout de sa propre destinée. Il avait pour principale ambition de devenir le roi de toutes les tribus germaniques. Hélas, celle-ci n'en voulait pas. Les peuples germaniques obtiendront malgré tout de la part d'Arminius une autonomie à laquelle ils tenaient tant et contribueront à modifier la configuration de l'Empire romain. Il n'est pas faux de considérer que cette bataille a permis de stopper l'expansion romaine. Si elle n'avait pas eu lieu, qui sait si Rome n'aurait pas progressé plus à l'est? Peut-être aurait-elle conquis la Germanie, la Pologne, peut-être même la Russie, qui sait? L'issue de la catastrophique bataille de Teutobourg fera prendre conscience à Rome des bénéfices incertains et des risques d'une expansion trop importante. Une prudence qui néanmoins ne résistera pas longtemps aux sirènes de nouvelles conquêtes.